Une nouvelle émission, Passé-Présent, l'émission de Philippe Conrad, bien sûr. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, je vais évoquer pour vous un épisode un petit peu inattendu puisqu'il s'agit de la période socialiste de la vie d'un certain Benito Mussolini qui a accédé ultérieurement à la célébrité, évidemment, pour des raisons qui n'avaient plus grand-chose à voir avec l'engagement de ses premières années. Le 2 février 1901, le journal socialiste Avanti rapporte l'écho suivant. Hier, au théâtre municipal de Forlimpopoli, le camarade étudiant Benito Mussolini commémora le signe de Busseto dans un discours qui fut chaudement applaudi. Alors le signe de Busseto, c'est Verdi, il faut le savoir. Hein. Et Mussolini, qui était alors élève à l'école d'instituteurs, l'école normale d'instituteurs, eh bien, il a 17 ans seulement à l'époque, hein, il est né en 1883, eh bien, il a utilisé cette allocution d'hommage à Verdi comme prétexte pour en faire un prêche sur la misère prolétarienne et sur la nécessité de la révolution sociale. Hein. Donc ça démarrait très fort. Hein. L'anecdote est un peu légère, mais cela dénote l'audace du personnage et son sens de l'opportunisme. Hein. C'est le début de 13 ans de militantisme dans les rangs révolutionnaires au service du socialisme. Alors c'est un aspect évidemment un petit peu oublié aujourd'hui, tant Mussolini est censé incarner le fascisme avec tout ce que cela véhicule comme fantasme. Hein. Mussolini décrit comme un César de carnaval par ses adversaires, comme un dictateur fasciste par d'autres, ou alors perçu comme le chef charismatique qui a conduit la modernisation de l'Italie pour ses partisans de l'époque et pour ses nostalgiques d'aujourd'hui. En fait, lui-même, quand il était au pouvoir, avait rapidement oublié ses premières années révolutionnaires, ses premières années socialistes. Hein. Alors, comment est-il devenu socialiste? Hein? Eh bien, son père, Alessandro Gaspare Mussolini, qui habitait à proximité de Forlì, ville de province romagnole, plus précisément dans le bourg de Predappio, eh bien, son père était un anarchiste, hein, était un lecteur de Bakounine, de Kropotkin, c'était bien sûr un républicain dans l'Italie de la monarchie parlementaire qui s'était installée avec la dynastie de Savoie à partir de 1860, hein, un républicain bien entendu farouchement anticlérical, et d'ailleurs les prénoms de Mussolini étaient en eux-mêmes tout un programme. Benito à cause du révolutionnaire mexicain Benito Juárez, Amilcare à cause du militant socialiste Amilcare Cipriani, et Andrea à cause d'Andrea Costa, qui était le secrétaire de Bakounine. Voilà un programme qui démarrait très fort. Quant au deuxième fils, quant au deuxième fils Arnaldo, eh bien son nom renvoyait à Arnaud de Brescia, qui au Moyen Âge avait été un farouche adversaire de la papauté de son temps. Mais attention, derrière cette manifestation d'anticléricalisme, d'anarchisme militant, la maman, elle, veille au grain et exige quand même que les deux enfants soient baptisés. Hein. Bon, voilà. Alors, Alessandro, le père, participe à un journal révolutionnaire romagnol qui s'appelle Rivendicazione, et évidemment, ça prépare le terrain pour que le fils suive les traces du père, et en 1900, il est encore tout jeune, donc il a 17 ans, il adhère au Parti socialiste italien qui a été créé en 1892. Il est l'un de ses plus jeunes militants, dans un contexte qui explique aussi cette adhésion. Hein. L'Italie à l'époque connaît une misère rurale extrêmement profonde. Hein. Les travailleurs agricoles, les braccianti, constituent un prolétariat misérable. Dans les latifondia dominés par des régisseurs
chaleur impitoyable, ou alors on a dans certaines régions des microfondia qui sont donnés selon un statut de métayage à des paysans qui sont à la merci des propriétaires qui, eux, vivent en ville. Alors toute cette misère rurale, elle engendre notamment, en cette fin du 19e siècle, une émigration énorme. L'Italie est devenue le premier pays d'émigration européen à partir des années 1890. La situation sociale est extrêmement difficile. Il y a des tentatives d'occupation des terres en Sicile par des faisceaux paysans. Des faisceaux, on retrouvera ce terme évidemment à l'origine du mouvement fasciste au lendemain de la guerre. En plus, l'Italie subit une humiliation considérable en 1896 dans ses échecs coloniaux. C'est le désastre d'Adoua en Éthiopie, là où toutes les grandes puissances européennes, la France, l'Angleterre, multiplient les conquêtes et les succès. L'échec d'Adoua est perçu en Italie, évidemment, comme une humiliation inacceptable. Et pour couronner le tout, il y a un mouvement ouvrier qui se développe également dans l'Italie en cours d'industrialisation, qui est l'Italie du Nord essentiellement, et entre autres choses, eh bien, ce mouvement ouvrier débouche sur la Commune de Milan en 1898, où là aussi, on a une semaine sanglante, un petit peu comparable à ce qu'avait été celle de la Commune de Paris en 1871. Cela en dit long sur l'état de la société italienne à l'époque. Et dans ce contexte, tout naturellement, ce fils d'anarchiste républicain anticlérical se tourne vers le Parti socialiste. Alors il est instituteur, il franchit brillamment les étapes et obtient les différents examens, réussit aux différents examens correspondants, mais instituteur destiné à l'enseignement public, eh bien, il se retrouve au chômage, parce qu'en Italie à l'époque, eh bien, où il y a pourtant encore une part très importante de la population qui est analphabète, l'enseignement public est complètement négligé par le pouvoir, et c'est l'enseignement religieux qui reste encore largement dominant. Donc on voit la situation de ce jeune garçon qui semble brillant, prometteur sur le plan intellectuel, et qui se retrouve aux limites de la misère. Alors il va commencer à Gualtieri, à une vingtaine de kilomètres de Parme, mais cela ne lui convient pas, et en 1902, une étape importante dans son existence, eh bien, il est insoumis. Il refuse de faire le service militaire et il va se sauver en juillet 1902 en Suisse. Il va y rester pendant 2 ans en Suisse. Il menait une vie difficile, au départ une vie errante, employé à la tâche dans des petits boulots. Il fut même un temps mendiant à Lausanne. Et puis il va rencontrer des milieux révolutionnaires qui se trouvent en Suisse, beaucoup d'exilés. La Suisse est une terre de refuge, notamment pour les Russes. Il va rencontrer notamment Angelika Balabanova, qui est une juive ukrainienne qui fait partie de ce milieu révolutionnaire et qui va avoir une grosse influence sur lui. Elle considère que ce jeune Italien a un esprit un peu confus, mais elle se lie d'amitié avec lui. Et à travers elle, il va découvrir toute une série d'auteurs, Kropotkin, Kautsky, Stirner, Marx et Engels, bien sûr, mais aussi Gustave Le Bon, qui a publié sa Psychologie des foules en 1895, également Nietzsche, qui va faire que Mussolini, d'anticlérical, va devenir antichrétien sur un plan plus philosophique, et il va découvrir également Georges Sorel, le théoricien du syndicalisme révolutionnaire, qui va publier quelques années plus tard ses réflexions sur la violence. Alors tout ça, ça fait une sorte d'alchimie intellectuelle qui va métamorphoser donc ce jeune révolutionnaire italien en l'espace de 2 ans. Il s'engage sur place en Suisse pour soutenir les travailleurs immigrés italiens et défendre leurs intérêts. Il passe par moments en France de manière plus ou moins clandestine pour faire la même chose avec les travailleurs italiens en France. Il crée un syndicat de maçons italiens à Berne, se retrouve à faire plusieurs séjours en prison. Donc une vie pour le
moins agité. Et puis en 1904, il y a une loi d'amnistie qui est votée en Italie pour les insoumis qui ont refusé le service militaire. Alors il va rentrer en Italie, il va faire son service militaire comme tout le monde, dans un régiment caserné à Vérone, et puis il va recommencer sa vie d'enseignant, d'abord dans une bourgade du Frioul, mais en même temps il compte bien poursuivre son action politique, et il s'en prend vigoureusement à Giolitti. Giolitti, c'est l'homme fort de la vie politique italienne à l'époque, entre 1900 et 1914, entre autres. En gros, il représente une voie politique moyenne, qui se veut pragmatique, qui se veut réaliste. Là où avant lui, Crispi avait rêvé de faire de l'Italie une grande puissance, notamment coloniale, Giolitti, beaucoup plus modeste, souhaite simplement que l'Italie soit la première des moyennes puissances et ne cherche pas, alors qu'elle n'en a pas les moyens, à jouer dans la cour des grands. Et ce giolittisme qui domine alors la vie politique italienne, il va être vigoureusement dénoncé, évidemment, par Mussolini, même si ce pouvoir est assez conciliant, puisqu'il va accorder le droit de grève, par exemple, et un certain nombre de droits syndicaux aux ouvriers, même si à l'époque, en 1911, le roi Victor Emmanuel III reçoit le leader socialiste Bissolati, ce qui était impensable quelques années plus tôt. Il faut remarquer aussi à l'époque, en 1912, que l'Italie adopte finalement le suffrage universel, pour les hommes bien sûr, et la seule limite étant les analphabètes de moins de 30 ans, qui n'ont pas encore le droit de voter, ils l'auront simplement après la guerre. Donc on est dans une Italie qui est en pleine mutation sur le plan politique, en même temps une Italie où la question sociale demeure, et Mussolini évidemment a un peu un boulevard devant lui pour s'imposer dans un parti socialiste qui est en plein essor. En effet, les progrès industriels, les progrès économiques, les réformes profitent surtout au nord du pays. La coupure entre nord et sud est déjà tout à fait évidente, et un certain nombre de problèmes demeurent, ce qui fait qu'au sein du Parti socialiste italien, eh bien, un certain nombre de théoriciens ou d'hommes politiques, Arturo Labriola, Leone Longobardi, Paolo Orano par exemple, sont partisans de la violence et dénonce le réformisme. On est à l'opposé de l'attitude, par exemple, d'un Jaurès en France, ou de l'évolution de la social-démocratie allemande, où c'est le réformisme, justement, qui s'impose à cette époque. Alors ça veut dire cela que le syndicalisme révolutionnaire se développe rapidement dans la péninsule, et dans ce contexte-là, c'est à ce courant que va se rallier Mussolini, ainsi que son ami Pietro Nenni, qu'il a connu en Romagne, mais aussi, à l'époque, Antonio Gramsci, qui sera l'un des grands théoriciens du socialisme italien, se rallie lui aussi à cette ligne révolutionnaire. Alors, résultat, ce sont des troubles chroniques en 1904 à Milan et à Turin, mais aussi des troubles dans le Midi, alors dans le milieu rural, dans le milieu paysan. On voit même apparaître à cette époque-là des conseils ouvriers qui annoncent en quelque sorte ce que seront les soviets russes plus tard. Ce n'est qu'en 1905 en Russie que Trotsky constitue un premier soviet qui servira de modèle ensuite pour 1917. Dès 1904, on a des formules un petit peu comparables en Italie, donc un espèce de spontanéisme révolutionnaire dans lequel évidemment Mussolini se retrouve tout à fait à son aise, puisqu'il est radicalement hostile au système, à la société de l'époque. Il retrouve un travail à Onelia sur la côte ligure, dans une école privée cette fois, mais comme il écrit dans le journal socialiste local et qu'il est décrit comme un maximaliste révolutionnaire, c'est déjà tout un programme, célébrant l'anniversaire de la mort de Marx dans un article en mai 1918, il écrit les choses suivantes: les intérêts du prolétariat
prolétariat sont antagonistes à ceux de la bourgeoisie. Aucun accord n'est possible, l'un des deux doit disparaître. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va disparaître de son poste dans l'école privée en question. À la suite de ça, le voilà de nouveau au chômage et poursuivant bien sûr son action, militante. À l'été de 1908, se produit une jacquerie, une révolte paysanne dans sa région de Romagne. Il s'impose comme un des éléments dominants dans cette affaire, un des éléments les plus dynamiques. Résultat, il est arrêté, condamné à 3 mois de prison. Il va en faire seulement 15. À l'époque, la justice était assez généreuse avec les gens qui étaient condamnés pour des raisons politiques. Puis il ne devait pas y avoir à cette place dans les prisons. De toute manière, oui. Condamné à 3 mois de prison. 3 mois de prison. 3 mois de prison, il va faire que 15 jours. Ah, voilà. 15 jours. 3 mois de prison, il va faire que 15 jours pour avoir soutenu les rebelles paysans. Alors, il va quitter sa région d'origine quelque temps, il va partir dans le Trentin. Le Trentin, c'est cette région d'Italie qui fait partie de l'Italie irredenta, qui n'a pas encore été rachetée avec Trieste, avec l'Istrie. Pour les nationalistes italiens, c'était leur Alsace-Lorraine, en quelque sorte, qui était toujours sous la domination autrichienne. Et dans cette région italienne du Trentin, Mussolini allait faire de l'agitation et va connaître là le leader de l'autonomisme italien local, Cesare Battesti. C'est important pour la suite parce que c'est là que va se réaliser en quelque sorte le mariage chez Mussolini du socialisme et du nationalisme. Il touche du doigt la question nationale, là, en quelque sorte. Ça prépare les choses pour l'avenir. Quand les leaders du mouvement italien au Trentin auront été pendus par les Autrichiens au tout début de la guerre pour avoir appelé l'Italie à venir les libérer, il est certain que ça va faire pencher Mussolini en faveur de l'intervention. Alors, il va être expulsé évidemment rapidement de l'Empire austro-hongrois. On le retrouve à Forlì, sa région d'origine, où il publie un journal qui s'intitule La Lotta di Classe, à une époque où Pietro Nenni dit de lui, c'est une sorte de sauvage original à l'éloquence nerveuse. Un personnage donc un peu excité en quelque sorte. Il va représenter la Romagne au Congrès socialiste de Milan en octobre 1910 et se prononce contre la majorité modérée, la majorité réformiste qui réussit quand même à maintenir le contrôle du parti. Ce qui va faire tout basculer, c'est la guerre de Libye en 1911. L'Italie s'est engagée dans la guerre contre l'Empire ottoman dans l'intention de mettre la main sur l'actuelle Libye, la Tripolitaine, la Cyrénaïque. C'est une guerre qui va durer de 1911 à 1912, qui se terminera par l'annexion effectivement de ces régions par les Italiens, qui prennent un petit peu leur revanche de l'échec subi en Éthiopie quelques années plus tôt. Alors Mussolini est très hostile à cette guerre. Pas un sou, pas un homme pour la guerre de Libye, alors que des militaires sont prêts à s'embarquer à la gare de Forlì en octobre 1911, eh bien, c'est l'émeute qui dure pendant plusieurs jours avec des barricades, etc. Elle est finalement écrasée, mais Mussolini est condamné à 1 an de prison, puis à 6 mois en appel. En tout cas, il s'est créé une image qui va le servir ensuite pour le Congrès socialiste de Reggio d'Émilie. Là, il va l'emporter contre les réformistes, enfin lui et ses amis vont l'emporter contre les réformistes, et ils vont même les chasser du parti. Les Bissolati, Bonomi, qui étaient un peu les hiérarques du Parti socialiste, disparaissent à ce moment-là. Et Mussolini va se retrouver directeur de l'Avanti, le journal du Parti socialiste, qui en quelques mois va passer de 20 000 exemplaires à 100 000. C'est un excellent journaliste, et il va régulièrement s'imposer de plus en plus, malgré son jeune âge, comme le leader de ce nouveau parti socialiste. Tout va changer avec la guerre de 1914. Il est contre l'intervention de l'Italie au départ, pour la neutralité, mais très vite, dès octobre, il se prononce pour l'entrée en guerre contre l'Autriche. Alors, on a dit qu'il avait été encouragé par les socialistes français, peut-être par le consulat français de Milan. En tout cas, en novembre, il lance son journal Le Popolo d'Italia, qui se veut interventionniste. Alors là, évidemment, c'est la fin. Il est exclu du Parti socialiste. Mais c'est une autre histoire qui commence à partir de ce moment.
Merci Philippe. Restez avec nous. Je voudrais rendre hommage à Nicolas Appert, qui est un homme assez peu connu, mais dont vous utilisez certainement l'invention, la boîte de conserve. Eh bien, Nicolas Appert est très peu connu en France de nos jours, pas assez. Et c'est pourtant quelqu'un d'intéressant. Il est né en 1749 à Chalon-sur-Marne, dans une famille d'aubergistes. Il est le 9e enfant sur 12 et déjà très doué pour la cuisine. Et en particulier, il fait une très très bonne soupe à l'oignon alors qu'il a une dizaine d'années. Et un illustre personnage va s'arrêter dans cette auberge et déguster sa soupe à l'oignon. C'est Stanislas Lesinski qui va demander à être présenté au cuisinier, qui n'est autre que le gamin. Ça va lui servir un petit peu plus tard pour attirer l'attention du duc palatin Christian des Deux Ponts, puis de sa femme, flamboyante comtesse de Forbach, Marianne, qui était une chanteuse d'opéra, qui était devenue comtesse. Comme quoi ça mène à tout. Il va être engagé par eux et il va diriger tous les métiers de bouche de cette cour, certes modeste, mais enfin c'est un début. Et puis il va revenir à Paris avec un petit peu d'argent et se lancer dans la confiserie. Il va ouvrir une très très belle boutique dans la rue qui était la rue la plus importante de Paris pour tout ce qui était les métiers de bouche, c'est la rue des Lombards. Donc il a une belle boutique qui s'appelle La Renommée et il tient avec sa femme 47 rue des Lombards et ça va marcher très très bien. Il adore les bonbons, il aimera ça toute sa vie d'ailleurs. Il va ouvrir des succursales à Rouen, à Marseille. Il est en train de faire fortune, Nicolas Appert. Et puis, c'est la Révolution. Et comme c'est quelqu'un qui a le cœur à gauche, qui est très... c'est un idéaliste, notre Nicolas. Il prend fait et cause pour la Révolution, il trouve ça formidable, et il va devenir président de la section des Lombards, ce qui est un peu l'équivalent d'un maire d'arrondissement. Il va beaucoup s'investir, il y croit vraiment. Qu'est-ce qui se passe? La Révolution dévore ses enfants, bien sûr, dès que les choses se durcissent un peu, alors que c'est un type bien, Nicolas Appert, il n'a jamais rien fait de mal. Eh bien, il va être dans le collimateur, évidemment, des plus durs. Il va s'enfuir à Reims, où il sera arrêté, ramené à Paris et interné, enfin mis en prison, et il va être exécuté. Alors sa femme remue ciel et terre, heureusement elle connaît un ami de Marat qui s'appelle Charlier, et grâce à cet ami-là, il va échapper à Fouquier-Tinville, parce que son dossier, chaque fois qu'il arrive en tête de liste pour être guillotiné le lendemain, hop, on le remet dessous, et c'est un autre qui est guillotiné à sa place. Donc il va s'en sortir de justesse. Mais pendant ces mois de prison, alors qu'il y avait quoi quand même s'inquiéter, eh bien il va réfléchir. Il va se dire, mais il y a un gâchis quand même pour la nourriture, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on faisait pour conserver la nourriture? Eh bien, il y avait la salaison et il y avait faire sécher les viandes séchées, mais enfin c'était pas très très agréable, c'était pas très sain non plus, ça dénaturait énormément les produits. Et il va trouver la solution. Il va dire il faut mettre dans des bocaux fermés avec le moins d'air possible et surtout il faut faire chauffer, alors plus ou moins suivant que c'est du lait, du poulet, des légumes, etc. Il a trouvé la solution. S'étant sorti de la Révolution, il ne veut plus entendre parler de Paris, il en a assez, ni de politique d'ailleurs, et il va acheter un terrain à Ivry-sur-Seine qui est la pleine campagne. Et là, il fait ses premiers essais avec un ami qui, lui, va lui faire des bocaux. Alors, il sait qu'il faut des bocaux un peu comme des bouteilles de champagne, c'est-à-dire très épaisses, très solides, mais avec une ouverture plus large, bien sûr, pour pouvoir mettre tout ce qu'il a à mettre, la viande, les légumes, etc. Et ça marche très bien. Puis il trouve comment fermer ces bocaux avec, vous savez, comme les bouteilles de champagne muselées, là. Et ça marche. Là, quand on ouvre ces bocaux, eh bien, même 6 mois, 8 mois, 1 an après, c'est comestible. Il va proposer ça à la marine, puisque c'était surtout les marins qui souffraient du manque de produits frais.
avec le scorbut, bien sûr, terrible. Et ça marche très bien. La marine est très, très intéressée. Et il y a des textes en disant « ça, c'est incroyable. Au bout de 8 mois, on a ouvert un bocal de M. Appert. C'était encore très bon. Ça n'avait pas pourri. C'était pas moisi. Bref, ça marche très bien. Là-dessus, Trafalgar. Et la marine française arrête net toutes ses commandes. Donc, il est ruiné. Ça va mettre très longtemps pour remonter la pente. Alors il écrit lettre sur lettre, mais il se présente à toutes les expositions industrielles, mais il n'intéresse personne. Il va falloir longtemps pour que le gouvernement finalement s'intéresse à sa découverte, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Le livre de tous les ménages », dans lequel il explique que tout le monde peut faire ça, plus ou moins, avec un peu de soin, un peu de matériel. Et le gouvernement lui dit, soit on vous achète le brevet, soit on vous déclare bienfaiteur de l'humanité, ce qu'il préfère, parce que, encore une fois, c'est impur. Alors là, il va s'installer à Massy, et il va ouvrir une véritable, c'est pas vraiment une usine, mais en tout cas un endroit où il va traiter la nourriture dans des bocaux de façon quasiment industrielle. Ça marche bien, sauf que son usine est détruite en 1814, puis de nouveau en 1815. Tout est détruit, il doit repartir à zéro. Et entre-temps, les Anglais... Il faut toujours se méfier de l'Angleterre. Les Anglais ont eu vent de cette invention, ont trouvé ça sensationnel, mais les Anglais disent c'est le verre, ça suffit pas. Et ils vont créer la vraie boîte de conserve telle qu'on la connaît aujourd'hui en métal, parce qu'ils ont de l'étain, etc. Alors le problème, c'est que, bon, c'est très bien les boîtes de conserve, et on peut aller jusqu'à 17 kilos, 20 kilos dans des énormes boîtes de conserve. L'ennui, c'est qu'il n'y avait rien pour les ouvrir, parce que les boîtes Certi n'étaient pas inventées, ça sera beaucoup plus tard, et l'ouvre-boîte ne sera inventé qu'en 1860. Donc, sur un bateau, ouvrir un truc de 20 kilos, sans rien, il fallait pas avoir trop faim. Mais c'est quand même l'avenir. Alors, il a inventé plein d'autres choses, Nicolas Appert. C'était un esprit créatif, c'était quelqu'un de généreux, d'intelligent. Il faisait sans arrêt des expériences. Il va inventer le lait concentré, tiens. Voilà, le lait concentré, vous savez, dans un tube, là, ça se fait un petit peu moins, mais c'était lui. Et puis, la cocotte minute. La cocotte minute, parce que, voilà, en faisant ses essais pour réduire les temps de cuisson, il trouve cette cocotte minute à l'usage des familles. Bon, ça ne viendra dans chaque famille que bien plus tard, mais quand même, c'est lui. Alors, il a un ami qui était quelqu'un de très bien, c'est Fraissinet, qui, lui, va aussi relancer son affaire en disant « Je pars pour 2 ans dans les mers australes, il me faut vraiment de quoi nourrir mes équipages ». Et alors, on a des textes formidables sur du poulet qui a 2 ans et qui est dû à Monsieur Appert et qui est très bon. Le lait s'est gardé, et c'était pas du lait UHT, hein, c'était du lait simplement qui avait été bouilli et mis dans un bocal bien fermé. C'est quand même un grand bienfaiteur de l'humanité, je trouve. Et il va être bien mal récompensé parce qu'il va terminer sa vie complètement ruiné. Sa femme meurt, son usine, comme il a tout donné à l'humanité, il lui reste rien. Et il y a quelques témoins qui parlent d'un vieux monsieur très gentil, parce qu'il va quand même mourir à 91 ans, ce qui est pas mal pour l'époque. Des bonbons plein ses poches, qu'il distribue aux enfants dans les rues. Le pauvre, quand il va mourir en 1841, il n'y aura même pas l'argent pour l'enterrer décemment, et il va être mis dans une fosse commune. Et moi, je trouve ça pas juste du tout, parce que les boîtes de conserve, bien sûr, il y a les surgelés maintenant, mais quand même, les boîtes de conserve, qui n'a pas ouvert une boîte de sardines ou une boîte de petits pois dans sa vie? Alors je dis, bravo Nicolas Appert.
Alors, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre Maugendre, qui est un habitué de notre émission. Il est déjà venu plusieurs fois. C'est le président de l'association Renaissance catholique et également le président de l'œuvre scolaire Saint-Nicolas, qui a publié un manuel d'histoire de France qui a rencontré un certain succès depuis il y a quelques années et qui viendra nous présenter tout à l'heure un nouveau manuel destiné aux jeunes enfants commençant le cycle primaire. Alors, cet intérêt pour l'histoire, Jean-Pierre Maugendre, on le comprend aisément par les temps qui courent, alors que cette discipline est fortement attaquée du fait des réformes complètement intempestives dont on l'accable, alors qu'il y a une entreprise délibérée de destruction de la mémoire collective, de la mémoire dans sa dimension nationale. C'est tout à fait annoncé et assumé par des déconstructeurs qui décident, qui annoncent ouvertement s'en prendre à ce qu'ils appellent le poison de l'identité. Il s'agit de fabriquer des zombies complètement décérébrés qui seront les consommateurs dociles et les adeptes de la religion droit de l'homiste dominante. Alors, vous faites partie des gens, et vous n'êtes pas seul, je vous rassure, qui sont évidemment mobilisés face à cette situation. En quelques mots, comment pourriez-vous nous présenter justement l'état des lieux concernant l'histoire? Alors, je crois que l'état des lieux, l'enseignement de l'histoire. Concernant l'enseignement de l'histoire, repose sur deux aspects complémentaires. Il y a d'abord la question des programmes, qui sont à la discrétion du ministère de l'Éducation nationale, c'est lui qui fixe les programmes. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est la question des manuels d'histoire, puisqu'en fait, pour l'enseignement, que ce soit l'enseignement public ou que ce soit l'enseignement sous contrat, il est astreint à respecter les programmes décidés par l'Éducation nationale. Et donc les éditeurs, Magnard, Ratier, etc., qui publient les manuels d'histoire, viennent se caler sur le programme défini par le ministère de l'Éducation nationale, ce qui est cohérent. Alors je crois qu'on peut faire différentes remarques concernant ces programmes. Il a beaucoup été question des programmes en particulier qui concernent le collège, puisqu'une réforme scolaire intervient à partir de 2016. Je crois qu'il n'est pas non plus inutile de souligner que le mouvement que vous venez d'évoquer n'est pas uniquement lié à des gouvernements de gauche, parce qu'aujourd'hui on pourrait dire la réforme qui rentre en vigueur aujourd'hui, c'est l'œuvre de Madame Najat Vallaud-Belkacem, c'est François Hollande, c'est le Parti socialiste. Je crois qu'il est important de rappeler aux téléspectateurs, et j'en donnerai quelques exemples, que ce mouvement ne date pas d'aujourd'hui. Il me semble que l'on peut caractériser les programmes tels qu'ils sont définis par deux qualificatifs un petit peu qui ramassent la réalité. Tout d'abord, ces programmes ont vocation à mener un enseignement cosmopolite. Cosmopolite, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il ne faut pas centrer l'enseignement et les programmes sur l'histoire de la France, voire même sur l'histoire de l'Europe. Et qu'il s'agit au contraire d'amener l'ensemble des élèves à prendre conscience de ce qu'au final, l'histoire de leur pays, ma foi, elle n'est qu'une partie d'un ensemble plus général et que toutes les valeurs se valent bien. On le voyait en particulier, un exemple très concret sur l'ancien programme qui datait de 2010. En 5e, il fallait étudier les regards sur l'Afrique et l'enseignant avait le choix entre l'étude d'un empire africain, que ce soit l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai ou l'empire Monomotapa. C'est-à-dire que, et un inspecteur de l'éducation nationale d'ailleurs interrogé sur ce sujet l'avait souligné, rassurez-vous, l'enseignement de ces empires africains ne prendra pas plus de 10% du temps.
Donc je crois qu'on a vraiment un premier axe majeur qui est de ne pas mettre en valeur l'histoire de France, mais d'intégrer cette histoire de France dans un ensemble plus large. Et puis deuxième caractéristique, l'observateur ne peut qu'être frappé par l'hypertrophie accordée à l'histoire depuis la Révolution française. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que la France commence à la Révolution. Un exemple très concret, en fin de troisième, il existe un document qui est un document récapitulatif des 43 événements qui constituent les dates que l'élève doit connaître à l'issue de ce cycle d'enseignement. Donc au bout de 4 ans d'enseignement, au bout de 4 ans d'enseignement, plus tout le primaire, qui normalement a également inculqué quelques notions. Et bien sûr, ces 43 événements, il y en a 16 qui concerne la période avant la Révolution française. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un rapport à peu près 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 1 tiers des dates concernent les 18 siècles et plus de l'histoire de France avant la Révolution française. En revanche, le gros des dates à retenir concerne la Révolution française, et on pourrait même un petit peu accentuer le phénomène en voyant que dans ce document, il est accordé une place importante à la philosophie des Lumières, qui historiquement, bien sûr, précède la Révolution française, mais procède également du même état d'esprit. Donc je crois, première caractéristique des programmes, le cosmopolitisme, et puis également l'hypertrophie de l'histoire à partir de la Révolution française. Voilà, ce qui concerne les programmes. Ce qui concerne les manuels, on est frappé, me semble-t-il, par 3 choses. La première chose, c'est bien sûr la qualité iconographique des manuels aujourd'hui, tels qu'ils sont mis à disposition des élèves. On a vraiment des documents tout à fait superbes d'un point de vue iconographique, avec également de nombreux textes. Mais le pendant de cela, c'est qu'il n'y a quasiment plus de texte, je dirais, de cours lui-même, et il n'y a pas de résumé. Également, autre carence que l'on ne peut qu'observer, c'est le faible nombre des repères chronologiques. C'est-à-dire, en fait, on étudie des éléments qui sont des éléments un petit peu disparates, qui rendent difficile pour l'élève la suite des événements chronologiques. Donc ça, je crois que c'est une première caractéristique. De nombreuses iconographies, des textes littéraires, mais peu de cours, peu de résumés. Et puis également, donc, une grande partie du message qui va être transmis va passer bien sûr par les documents qui vont être mis à disposition. Et là, ce qui frappe l'observateur, c'est que ces documents sont toujours des documents à charge concernant ce que l'on peut appeler très globalement la civilisation occidentale, le monde chrétien historiquement. Un exemple. Le manuel Belin de 5e propose, autour du dossier sur la conquête de l'Empire aztèque par les Espagnols, une carte, ce qui paraît logique, du Mexique, des illustrations, une scène de rencontre entre Cortés et l'empereur Montezuma, une scène de bataille entre des Espagnols et des guerriers, puis 3 textes. Un texte d'un compagnon de Cortés qui dit son admiration devant l'abondance et l'achalandage du marché de Tenochtitlan, la rédiction à Cortés du jeune empereur Gatimosine, et puis 2 textes qui décrivent la situation des Indiens après la conquête espagnole. Un texte de Sepúlveda à l'occasion de la controverse de Valladolid, et puis également un texte de Las Casas, donc le célèbre dominicain. Tous ces textes sont des textes à charge. Je vous lis quelques pages du document de Las Casas, quelques lignes. Les Indiens ont une intelligence vive, tout à fait apte à recevoir notre sainte foi catholique, mais les Espagnols se comportèrent à leur égard à la manière des tigres et des lions. Ils n'ont rien fait depuis 40 ans, sinon les tuer, les faire souffrir par des méthodes extraordinairement cruelles, nouvelles et variées. Il y a eu 2 façons pour ces gens qu'on appelle chrétiens de tuer les Indiens. La première, ce furent les guerres cruelles et sanglantes. La seconde fut un esclavage si dur, si horrible, que jamais des bêtes n'y ont été soumises.
Voilà. Et on retrouve exactement le même type d'approche dans tous les documents qui concernent la colonisation et en particulier la colonisation en Afrique du Nord. Un texte de Maupassant, là nous changeons de manuel scolaire, nous sommes dans le Magnard de 4e, un texte de Guy de Maupassant. Dès les premiers pas, on est saisi, gêné par la sensation du progrès mal appliqué à ce pays, de la civilisation brutale, gauche, peu adaptée aux mœurs, au ciel et aux gens. C'est nous qui avons l'air de barbares au milieu de ces barbares, bruts il est vrai, mais qui sont chez eux, et à qui les siècles ont appris des coutumes dont nous semblons n'avoir pas encore compris le sens. Bon. Et on retrouve ça dans tous les manuels, c'est-à-dire une volonté de culpabiliser la civilisation occidentale et de présenter les civilisations que le monde occidental a pu rencontrer comme des paradis sur Terre avant l'arrivée des puissances coloniales. Voilà, je crois que c'est une trame que l'on retrouve homogène entre les manuels et puis également les programmes tels qu'ils sont conçus. Oui, puis on oublie au passage, dans le cas du Mexique précolombien, qu'on avait affaire à une société qui était fondée sur la domination terroriste des Aztèques sur les peuples voisins. Mais oui, c'était pas des tendres. Le tout fonctionnant sur fond de sacrifice humain. Exactement, le cœur arraché. À échelle industrielle. Mais voilà. Alors tout à fait, on décrit, certains Espagnols ont décrit les témoignages qu'ils avaient des pyramides de Teotihuacan, ruisselantes de sang du haut en bas des sacrifices humains. Mais ça, ils n'en parlent pas. Ça, il n'en est pas question ni dans le programme, ni a fortiori dans les manuels. Donc on a l'impression d'une société très douce, d'Indiens intelligents, mais on est venu massacrer. Simplement. Alors, exactement. L'archétype de ça, c'est un film sur ce sujet, nous l'évoquions tout à l'heure, c'est Mission. Le film sur les réductions guaranis au Paraguay, etc. Oui. On a vraiment l'impression d'un monde, d'un paradis sur Terre, dans lequel les puissances coloniales, en l'occurrence les Espagnols et les Portugais, viennent apporter des germes de destruction et de déstabilisation sociale. Voilà, me semble-t-il, un peu l'état de la question. Et alors pourquoi en est-on arrivé là ? Quel est le diagnostic que l'on peut porter sur cette évolution qui conduit à condamner systématiquement notre passé, notre histoire, qui conduit à une culpabilisation récurrente? Quelles sont les raisons qui expliquent finalement ce phénomène qui frappe aujourd'hui une part grandissante de l'opinion d'ailleurs? Alors je crois que les raisons ont été admirablement décrites dans un ouvrage qui vient de paraître, qui est écrit par un intellectuel, un journaliste canadien qui s'appelle Mathieu Bock-Côté et qui vient de publier un ouvrage, Le multiculturalisme comme religion politique, et il s'intéresse au sujet qui est le nôtre dans son chapitre 3. Dans son chapitre 3 qui est intitulé « La grande noirceur occidentale ou l'histoire comme expiation ». Et en fait, que décrit Mathieu Bock-Côté dans ce chapitre? Il dit qu'en fait, l'échec du marxisme a été mis en œuvre, s'est concrétisé dans deux événements. La chute du mur de Berlin, et puis l'échec économique, l'échec social qu'a constitué l'implosion d'une certaine manière de l'URSS. Bon, c'est-à-dire que le communisme, qui était l'avenir de l'humanité, l'avenir radieux de l'humanité, s'est effondré, les lendemains qui chantent, et à partir de cette période, plus personne n'y a cru. En revanche, ce qui est resté, c'est que le schéma marxiste qui était fondé sur la lutte des classes, sur le fait que toute l'histoire de l'humanité était constituée de l'oppression que faisait peser la bourgeoisie sur les masses prolétariennes et sur les tentatives de libération de ces masses prolétariennes vis-à-vis du joug que leur imposait la bourgeoisie, l'histoire de l'humanité se réduisait à ça. Donc ce schéma devient obsolète. En revanche, ce schéma de lutte des classes, il est remplacé par ce que l'on peut appeler la lutte des races. C'est-à-dire que ce schéma dialectique, issu de la philosophie hegelienne,
opère un transfert. C'est-à-dire que la lutte sociale devient une lutte des races, et cette lutte des races étant complétée également par les minorités de tout type. C'est-à-dire que dans le schéma marxiste classique, la puissance dominante, c'était la bourgeoisie, et dans le schéma que l'on peut qualifier de post-marxiste, la puissance dominante, cela devient l'homme blanc hétérosexuel. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'humanité est à lire au travers de ce paradigme. C'est-à-dire la manière dont, d'une part, l'homme blanc hétérosexuel a assuré sa domination, d'une part, sur les races qui ne participaient pas de ce type caucasien, nous allons dire, et puis d'autre part, sur les minorités sexuelles. Donc, sur les femmes. Sur les femmes en particulier, et puis aussi sur les homosexuels, etc. Donc, LGBT. Donc l'histoire de l'humanité, elle est à la fois ce mouvement de prise de pouvoir par cet homme blanc hétérosexuel, et puis, en particulier depuis la Révolution française, le mouvement de libération de ces minorités raciales ou de ces minorités sexuelles de manière à se libérer du joug qui leur est imposé. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, si on revient sur nos questions d'histoire, sont mises en permanence en valeur, par exemple, tout ce qui tourne autour de l'esclavage. Dans le document dont nous avons parlé tout à l'heure, dans les 43 dates dont il faut se souvenir concernant l'histoire de France, il y a en particulier, en 1848, abolition de l'esclavage. C'est un fait, c'est une réalité, mais c'est une réalité anecdotique au regard de l'histoire de notre pays, puisque cet esclavage concerne quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de personnes aux Antilles, ça n'est en aucun cas un événement constitutif. C'est un événement qui devrait être compté comme valeur positive, comme un héritage positif, puisque ce sont justement les Blancs qui ont milité pour l'abolition de l'esclavage et qui l'ont choisi, qui l'ont imposé, et un peu partout dans le monde. C'est quand même retenu. Et alors cette remarque est d'autant plus, me semble-t-il, fondée et importante que si vous avez en 1848 l'abolition de l'esclavage, dans les 43 dates, vous n'avez ni 496 le baptême de Clovis, ni 732 la victoire de Charles Martel à Poitiers, ni 1214 la bataille de Bouvines, ni 1515 Marignan, qui sont quand même, au regard de l'identité de la France, des dates singulièrement plus importantes. Donc je crois que nous avons un petit peu essayé de voir ce qui se passait sur ces programmes et sur ce manuel, et je crois que le fondement intellectuel, il est celui-là. C'est-à-dire que la lutte des races, la lutte des minorités sexuelles pour se libérer de l'oppression de l'homme blanc hétérosexuel, eh bien, se poursuit, et que l'histoire a pour vocation de rendre à ces minorités la place qu'elles auraient dû avoir de toute éternité, et puis aussi pour culpabiliser en profondeur les représentants de cet ordre traditionnel que constituent les hommes blancs hétérosexuels. Donc il y a une cohérence, il y a une logique, et aujourd'hui les programmes d'histoire, les manuels d'histoire, que ce soit ceux promus par Najat Vallaud-Belkacem ou que ce soit ceux promus par Luc Ferry, procèdent de cet esprit, procèdent de cette volonté de culpabiliser l'homme blanc et de montrer que la civilisation occidentale, chrétienne à laquelle nous appartenons, eh bien, a fait peser à toute la planète un joug insupportable dont cherchent à se libérer les minorités opprimées. Alors, pour réagir face à toutes ces tendances mortifères que l'on observe aujourd'hui, je crois que la résistance est là, quand même. On la voit s'exprimer de manière très, très diverse, mais de plus en plus nombreuse. Et en particulier, vous avez apporté, Jean-Pierre, votre pierre à l'édifice de cette résistance à travers la publication, l'édition de manuels scolaires, de manuels d'histoire, donc destinés aux enfants de l'enseignement primaire. Il y a quelques années, un ouvrage destiné aux plus grands, CM2 en gros, et puis
plus récemment un ouvrage destiné aux petits, ceux qui commencent l'histoire au cours élémentaire. Alors, pouvez-vous nous présenter les produits en question? Voilà, donc nous avions publié il y a 4 ans, je peux le présenter aux téléspectateurs, donc un manuel d'histoire de France qui à l'origine était prévu pour le cours moyen et qui en fait en 74 chapitres reprenait l'ensemble de l'histoire de France avec le schéma traditionnel, c'est-à-dire une trame chronologique. Et puis également le schéma classique, c'est-à-dire des illustrations, un texte, un résumé, et puis également un rappel des dates à retenir, et suivant les chapitres, également quelques documents qui permettaient d'illustrer le sujet. Voilà. Donc à l'origine, ce document était prévu pour le cours moyen. Nous y avions travaillé ensemble, et l'expérience a montré que c'était le cours moyen, mais c'était le cours moyen d'avant la guerre. Et en fait, cet ouvrage des années 50. Voilà, des années 50. Et que cet ouvrage aujourd'hui, par rapport au programme, par rapport aux capacités de concentration des élèves du cours moyen, était peut-être un petit peu surdimensionné. Oui, ambitieux. C'est sûr. Donc, et c'est aujourd'hui devenu un ouvrage de référence, je crois, sur l'histoire de France en général, moins austère, par exemple, que peut l'être l'histoire de France de Jacques Bainville, et puis également avec la perspective de pouvoir nous conduire jusqu'aux événements d'aujourd'hui, puisque le dernier chapitre nous menait jusqu'à la présidence de François Hollande. Je crois que ce qui fait l'originalité de ce manuel d'histoire de France, c'est qu'il est écrit par des gens qui aiment la France. Et je crois qu'on parle de la France comme on parle de sa mère. Parler de sa mère, c'est pas dire que c'est obligatoirement une sainte merveilleuse et qu'elle a toutes les qualités. Alors on le croit et on a raison quand on est tout petit. Et puis un jour on découvre qu'il y a peut-être telle ou telle faiblesse. Je crois que notre rapport à l'histoire de France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec attention, avec délicatesse, avec piété, le sens de la pietas, avec respect romaine. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a obligatoirement toutes les qualités, mais voilà, on cherche à en dire du bien, on cherche à la mettre en valeur, et puis également, quand on parle de sa mère à ses propres enfants, eh bien, on en dit du bien pour qu'ils apprennent à l'aimer. Voilà, je crois que ça a été l'état d'esprit de ce manuel, avec également, nous l'avons souhaité, une qualité iconographique, je crois, qui en fait vraiment un ouvrage d'art. Essentiel dans toutes les familles. Et là, vous vous intéressez aux plus petits, alors. Tout à fait. À quel âge? Alors là, nous venons publier un ouvrage donc pour le cours élémentaire, donc l'histoire de France pour nos enfants. La trame est la même. Nous sommes là sur 62 chapitres, beaucoup plus brefs, beaucoup plus courts. Le schéma est le même. Nous avons uniquement rajouté à destination du professeur une petite partie pour des questions, c'est-à-dire pour faire en sorte bien, que le professeur puisse valider la compréhension du sujet par ses élèves. Voilà, donc je crois que les deux sont bien complémentaires. Formidable. Très pratiquement, comment nos amis téléspectateurs peuvent-ils se... Alors, très pratiquement, on peut se procurer ces ouvrages en allant sur le site renaissancecatholique.org, en allant voir son libraire. Donc le manuel d'histoire de France est à 25 €. On peut se le procurer en adressant un chèque de 25 € plus 5 € de port à Renaissance catholique, mais le chèque doit être à l'ordre de contretemps, en envoyant ce chèque 13 avenue de la Paix, 92 130 ici les Moulineaux. Et pour l'histoire de France pour nos enfants, la démarche est identique, si ce n'est que le prix du manuel qui est plus petit est de 23 € plus 5 € de port. On peut également se le procurer sur notre site internet. Très bien. Ben voilà deux livres essentiels. Mais vraiment. Il s'agit là d'ouvrages scolaires, mais c'est l'occasion de rappeler ce que vous avez fait également avec Renaissance catholique à propos de l'histoire. Voilà, donc nous avons publié en 2012, notre université d'été était consacrée à quoi sert l'histoire, et au milieu de nombreuses conférences, il y a en particulier la conférence dont je vous ai donné quelques mots tout à l'heure sur l'analyse des
programmes d'histoire et des manuels d'histoire. Et puis également un certain nombre d'historiens que vous connaissez. Je pense à François-Xavier Bellamy, Jean-François Chemin, Philippe vous-même être intervenu sur ce sujet. Je crois que c'est un document important. Et on ne peut pas finir, j'y reviens, sans citer l'ouvrage de Mathieu Bock-Côté, Le multiculturalisme comme religion politique. Je crois que c'est un présupposé pour comprendre ce qui se passe. Alors c'est un ouvrage qui demande une certaine attention intellectuelle. On ne lit pas ça en cherchant un Pokémon sur son portable. Aux éditions du Cerf. Aux éditions du Cerf, exactement. C'est passionnant et très instructif. Merci, Jean-Pierre Maugendre d'être venu nous présenter vos dernières productions qui ne manqueront pas de retenir l'attention des parents en cette veille de rentrée scolaire. C'est moi qui vous remercie. Bravo pour votre combat. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.